Il neige, c'est l'hiver. D'où vient cette neige? Bienvenue pour certains, redoutée par d'autres. Des nuages, certes, mais les nuages ne sont pas formés de flocons de neige. Ils sont constitués de micro-gouttelettes d'eau surfondues, soumises aux turbulences de l'atmosphère. Pour qu'il neige, il faut que de minuscules cristaux de glace puissent naître et grossir au sein du nuage. Cela est rendu possible par la présence de particules capables de faire cesser cet état de surfusion. Les particules ou noyaux glacogènes sont naturels ou créés par l'homme, c'est-à-dire artificiels. On sait reproduire un nuage d'eau surfondue au laboratoire. Ensemençons un tel nuage de particules glacogènes, ici de l'iodure d'argent. Immédiatement, une partie des gouttelettes se transforme en cristaux de glace que l'on voit scintiller sous le faisceau du projecteur. Examinons plus en détail comment naissent ces cristaux de glace sous l'action des noyaux glacogènes. Au-dessous de 0 degré centigrade, l'eau peut exister sous deux états. L'un instable, c'est l'eau surfondue, l'autre stable, la glace. La tension de vapeur d'eau surfondue est toujours supérieure à celle du cristal de glace. Donc, si nous avons en présence à la fois des cristaux de glace et des gouttelettes d'eau surfondue, il y aura enrichissement et croissance des cristaux de glace au détriment des gouttelettes et par rapport direct de vapeur d'eau. C'est ce qui se passe dans l'atmosphère sous l'influence des noyaux glacogènes naturels. Lorsqu'une importante quantité d'eau existe dans le nuage, ces cristaux de glace vont grossir. Devenus trop lourds pour être soutenus par les courants d'air ascendants, ils commencent à tomber. S'il fait suffisamment froid au niveau du sol, ils ne fondront pas pour former des gouttes de pluie, mais arriveront intacts. Les cristaux de neige montrent une incroyable variété de formes, parfois fort belles. Les conditions d'apparition des différents types de cristaux dépendent des conditions de température et d'humidité régnant dans le nuage au moment de leur croissance. Les conditions ont été étudiées depuis quelques décennies, soit dans la nature, soit en faisant pousser des cristaux de neige en laboratoire. Les classiques étoiles apparaissent lorsque la température est voisine de moins 15 degrés et l'humidité relative supérieure à 110%. Des variations infimes des conditions régnant dans le nuage se traduisent par une multitude de variations dans les détails des branches ou dendrites. Entre moins 10 degrés et moins 12 degrés, ainsi qu'entre moins 17 et moins 20, se développent des plaquettes hexagonales. À température plus élevée, entre moins 5 degrés et moins 10 degrés, apparaissent des aiguilles. Pour ces aiguilles, comme pour les colonnes plus épaisses qui apparaissent entre moins 10 et moins 20, lorsque l'humidité relative est à peine supérieure à 100%, la symétrie hexagonale du cristal de glace n'est plus visible. En effet, au lieu de croître perpendiculairement à l'axe de symétrie, ces cristaux se développent parallèlement. Mais température et humidité ne sont pas homogènes dans tout le nuage. Et les cristaux qui ont commencé à croître sous une forme peuvent continuer sous une autre, si au cours de leur chute, ils rencontrent des conditions différentes. Ainsi peuvent apparaître ces boutons de manchette constitués de deux plaquettes ou de deux étoiles ayant poussé aux extrémités d'une colonne. Toutes ces conditions sont résumées sur cette figure. S'ils tombent rapidement, les cristaux captent des gouttelettes d'eau surfondues et se couvrent de petites pustules de glace. Ils peuvent finir par former des petites pelotes de grésil, qui n'est pas, comme on le croit, de la neige roulée par le vent.
Si la chute de neige est importante ou la température élevée, les dendrites s'enchevêtrent et les cristaux se soudent les uns aux autres pour former de gros flocons. Cette neige qui tombe est un matériau extrêmement léger. Sa résistance mécanique est très faible. Mais la forme compliquée des cristaux leur permet de constituer des édifices possédant une certaine cohésion et la neige fraîche tient sur des pentes très raides. Sitôt au sol, la transformation de la neige va commencer. Les belles formes géométriques des cristaux disparaissent, c'est ce que l'on appelle la métamorphose destructive. La tension de vapeur saturante étant plus élevée au voisinage des pointes que dans les creux, les pointes vont s'évaporer et les creux se combler. Les cristaux s'arrondissent. Dans un premier temps, la disparition des apophyses ne permet plus aux cristaux d'être liés les uns aux autres. La cohésion de la neige diminue, elle ne persiste plus sur les supports les plus inclinés. Mais, perdant leur pointe et s'arrondissant, les cristaux se rapprochent les uns des autres, la neige se tasse et le manteau neigeux devient de plus en plus résistant. Même s'il n'y a pas de fonte, l'épaisseur de neige diminue au cours du temps. La densité et la cohésion de la neige augmentent progressivement et la sonde de battage utilisée pour suivre l'évolution des propriétés mécaniques de la neige s'enfonce de plus en plus difficilement. La métamorphose de la neige est beaucoup plus rapide lorsqu'il y a du vent. Remobilisés plusieurs fois après le premier contact avec le sol, les cristaux de neige se brisent et perdent leurs branches. Lorsque ces petits cristaux anguleux s'immobilisent, ils forment une couche de densité relativement élevée, très résistante. Mais la plaque de neige consolidée n'est pas très épaisse et peut reposer sur des couches non transformées, légères et peu cohérentes, auxquelles elle est très faiblement liée. Découpée par des pas ou la trace d'un ski, elle peut être à l'origine d'une avalanche sur une pente raide. Cette consolidation est appelée fritage. Si deux cristaux se touchent, la zone de contact s'agrandit et les grains se soudent. On n'a plus comme précédemment évaporation et condensation, mais migration des molécules dans la couche semi-liquide qui existe à la surface des cristaux. Les transformations de la neige que nous venons de voir peuvent s'effectuer à température constante. Les fluctuations de température au cours de l'hiver et les différences de température régnant dans la neige vont non seulement accélérer la métamorphose destructive, mais aussi être à l'origine d'autres types de métamorphoses, la métamorphose constructive et la névéification. La métamorphose constructive est une modification de la texture de la neige, liée à l'existence d'une différence de température entre deux points. La nuit, lorsque le ciel est clair, la surface du champ de neige se refroidit beaucoup. Les cristaux les plus chauds, au voisinage du sol, s'évaporent et la vapeur d'eau se condense sur les cristaux les plus froids. Ces cristaux qui grossissent à partir de vapeur, comme les cristaux de neige dans un nuage, sont limités par des facettes géométriques. Ainsi se forment les couches de givre de profondeur, légères et peu résistantes. Leur présence favorise souvent le déclenchement d'avalanches. Pendant les belles journées, à la fin de l'hiver, la neige fond en surface. L'eau s'écoule et regèle en profondeur ou durant la nuit. Le regel se fait autour des cristaux existants qui grossissent et la vieille neige est formée de gros grains arrondis qui sont soit des monocristaux, soit constitués de plusieurs cristaux soudés. Aux heures les plus chaudes, toute la couche de neige est imbibée d'eau. Les grains enrobés d'une pellicule liquide glissent facilement les uns sur les autres et toute la couche s'écoule le long des pentes en avalanche de printemps. À haute altitude, la neige ne disparaît pas entièrement à la fin de l'été.
Les grains de névé continuent à grossir et à se rapprocher pour donner naissance à la glace de glacier. Plus bas, tout disparaîtra jusqu'à l'hiver suivant.